Aujourd'hui, le podcast est présenté par Léo Carré, bureau privé d'orthopédagogie et de tutorat. On s'est plugué, oui! Hey, yeah! Dans le fond, le sujet d'aujourd'hui, comme vous l'aurez pu le remarquer dans le titre, c'est le sens de l'évaluation. Ouais. Et l'évaluation, c'est bien trop large. Il y a 1 minute. On a séparé ça, là. Oui. Le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Pourquoi qu'on fait ça, cette affaire-là? Et on termine le podcast avec une pratique qu'on a mise en place dans notre classe l'année dernière. Donc, si jamais ça peut vous inspirer. Si on parle un peu des bons coups qu'on a fait, des moins bons coups, des trucs qu'on a fait que finalement, on se pose des questions sur ben non, dans le fond, je devrais pas faire ça. Fait qu'on vous partage ça en toute ouverture. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse autant aux enseignants qu'aux parents, qu'aux gens qui s'intéressent, aux directions, aux conseillers pédagogiques, à tout le monde qui s'intéresse, à tout le monde qui s'intéresse sur l'évaluation, au développement des élèves. Et voilà. Puis là, vous allez voir, attachez-vous parce qu'on a fait attachez vos tucs puis attachez votre ceinture parce qu'on a fait des détours, ok? Donc, des fois, on est allé à gauche, à droite, tout ça. On a eu des grosses semaines. Le fil conducteur, des fois, on le voit moins, mais il est là. Non, mais restez avec nous, on va vous apporter à bon port. Oui. Donc, bonne écoute! Allô, Elisabeth! Allô, Lily! Bonjour à vous! D'abord, on tient à vous remercier d'être de retour parmi nous pour le deuxième épisode. Elisabeth, est-ce que tu voudrais nous dire quel est le sujet de cet épisode? Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de l'évaluation, mais en fait, seulement du sens de l'évaluation. Parce qu'on s'entend, vous serez sûrement d'accord avec nous. Si vous ne l'êtes pas, ben tant pis. Mais ça peut être large. Exactement. L'évaluation peut être très large. Je pense qu'on pourrait faire une saison complète de podcast pour traiter de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, comme tu l'as bien dit, on veut vraiment se concentrer sur le sens. Parce que je pense qu'en tant que pédagogue, c'est facile d'oublier la base et de s'étourdir et de se sentir submergé. Oui, 100%. J'oserais dire par toutes les modalités, par toutes les contraintes, par le nombre d'élèves qu'on a dans notre classe, ben c'est facile de s'y perdre. Ouais. Donc, je pense que le podcast d'aujourd'hui a vraiment le but de nous ramener un petit peu à la base, puis ça va vous permettre, nous l'espérons, de vous donner une certaine perspective et un pas de recul. Ce qui a suscité aussi, là, c'est cette idée de podcast-là, en fait, c'est qu'il y a eu un article sorti quand même récemment, sûrement vous l'avez vu passer en fait sur les réseaux sociaux, mais il y a une école dans le coin de Montréal qui a décidé de retirer les notes chiffrées au bulletin et d'y aller avec des cotes, en fait, des commentaires qualitatifs. Donc, c'est comme un peu parti de là, il y a eu un débat, il y a des profs qui étaient pour, des profs qui étaient contre, il y a des parents qui semblaient être contents, mais souvent, on entend des parents que ça les perturbe, là, ce genre de bulletin-là. Là, on sort un peu de notre zone de confort, on sort de ce qu'on comprend d'habitude. C'est exactement là où je m'en allais quand je t'écoutais parler. C'est sûr que dès qu'il y a une sortie de zone de confort, dès qu'il y a quelque chose qui est proposé qui est différent, je pense que humainement, c'est tous notre réflexe de peut-être se braquer. C'est ça que j'allais dire, braquer, j'ai le même mot. Ben voyons, on est connectés aujourd'hui. De se braquer, On se met vraiment sur la défensive. Oui. Puis, on dirait qu'en créant cette carapace-là, on a tendance à y aller dans le négatif après ma barre. Oui, tout à fait. Avant même d'essayer une nouvelle méthode, en fait. Et d'ailleurs, cette parution d'article-là a généré une super belle conversation avec des parents dans notre bureau. Oui, absolument. Après des rencontres. Puis je trouvais ça vraiment enrichissant. C'est toi qui as eu l'idée de dire, ben Colin, pourquoi on n'en ferait pas un podcast? Ben oui, parce que, mon Dieu, c'était tellement d'actualité. Puis en fait, je pense que c'est d'actualité depuis plusieurs années, en fait. Puis ça va le rester encore. Là. Exactement. Ouais. Donc, je pense que là, le but, ben, c'est d'ouvrir la discussion et d'en parler. Puis, je disais d'entrée de jeu, là, dans le début de podcast, qu'on allait vraiment revenir à la base. Puis je pense qu'est-ce qui est essentiel de faire, ben c'est de définir certains thèmes parce que des types d'évaluation et en fait, les évaluations ont différentes utilités. Donc, je pense que c'est important de le définir puis de se questionner par rapport à ça pour après ça guider notre pratique. Donc, est-ce que tu veux y aller ou j'y vais? Ben absolument. Mais en fait, moi, je partirais même. Mais là, c'est pas une pub, tout le monde. OK? Je vais vraiment parce que je l'ai lu. Puis, c'est à partir de ça que je me suis questionnée un petit peu plus sur l'évaluation, je dirais. Là. Il y a 2 ans, je pense, 2 ans et demi, 3 filles autrement, maintenant 2 filles autrement, ont sorti leur premier livre. Oui. Puis c'est en lisant, là, ceux qui l'ont lu... vous comprendrez. Comprendront. En fait, c'est vraiment une lecture assez easy-going. C'était le fun à agréable. Lire. Ça se lisait bien, un page-turner éducatif. Puis en fait, à un moment donné dans ce livre-là, il parle des 2 types d'évaluations, qui sont les évaluations sommatives et les évaluations formatives.
Donc, c'est à partir de là, dans le fond, ce qui est spécifié dans leur livre, c'est qu'au primaire, il n'y a pas en fait d'évaluation sommative autre que les évaluations du ministère. Donc là, Élie, je te laisse définir en fait ces exactement. Puis tu sais, je pense que c'est important de... Puis je suis vraiment contente que tu le nommes parce que j'ai l'impression que... Et là, encore une fois, moi, je mets mon chapeau de titulaire du primaire. Au secondaire, je veux pas m'avancer. C'est vraiment pas mon champ d'expertise. On se connaît pas assez, là, pour on en ne parler. se connaît pas là-dessus. Ça pourrait peut-être être intéressant que quelqu'un vienne nous en parler davantage pour ouvrir le dialogue aussi à ce niveau-là. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fausses croyances et de mythes sur l'évaluation primaire, puis c'est important de mettre les points sur les i et les barres sur les t. Ben oui, puis en fait, avant même qu'on définisse, là, je pense que c'est important de rappeler un peu l'historique de l'éducation au Québec, encore une fois, dans le temps de la réforme où on a changé un bulletin par connaissance, un bulletin qu'on évaluait les compétences. C'est aussi une partie... pendant ce moment-là, je perds vraiment mes mots aujourd'hui, mais on dit que ça va venir. Ça fait notre charme. Les profs avaient été en grève. Donc, il y a beaucoup de profs qui n'ont pas nécessairement eu les formations pour ce changement de cap-là. Puis, je pense que c'est ça qui a retardé beaucoup aussi là, le changement d'évaluation dans les classes, en fait. Oui, tout à fait. Puis on s'entend pour dire que, en tout cas, moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais élève à ce temps-là, mais je veux dire, je ne l'ai pas vécu en tant que pédagogue. Mais on s'entend que c'est vraiment un point tournant. Hein? Vraiment. Le fait que maintenant, on évalue, donc on pose un regard sur les compétences de l'enfant plutôt que les connaissances, mais je pense que ça change complètement tout. Ben 100%, puis si je fais un petit sum-up, là, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent puis que c'est encore un peu flou, ou qui sont bien corrects. Oui, ou qui sont même peut-être pas des enseignants, parce que je sais qu'il y a des parents aussi qui nous écoutent et tout. Exactement. Des connaissances, là, je vais donner un exemple, par exemple en grammaire. Une connaissance, ça serait de me dire qu'est-ce qu'un adjectif. Mais en fait, la compétence qu'on veut vraiment évaluer, c'est la compétence à écrire des textes variés, donc à aller corriger, bien écrire sans faire d'erreur, par exemple, dans un texte. Donc, on voit que c'est deux choses complètement différentes. Mais je dois savoir qu'est-ce qu'un adjectif pour être capable de le reconnaître dans mon texte et de faire l'accord dont il a besoin. Mais avant, dans le fond, une connaissance, ça serait repère les adjectifs, tandis que la compétence, c'est d'être capable de le reconnaître dans un contexte d'écriture, dans le contexte de bien écrire sans erreur. Tout à fait. Donc, dans le fond, les connaissances viennent œuvrer à la mise en place des compétences et c'est par des manifestations qu'en tant que pédagogue, ben, on peut dire, ben, en fait, on peut situer l'élève au niveau de c'est beaucoup plus collé, en fait, à la réalité de tous les jours. Dans la réalité de tous les jours, on veut des compétences. Oui, des connaissances, je suis d'accord, là, ça, c'est un gros débat. On a besoin de connaissances, d'une bonne culture générale pour œuvrer dans la société. C'est vrai, jusqu'à un certain point, je pense. On est dans un tournant, je pense, en éducation, là, où on se questionne beaucoup, il y a beaucoup de décrocheurs. Et d'ailleurs, ce matin, à Salut Bonjour, il y a notre cher ministre qui était là. Et qui je pensais que t'allais parler de Gino, mon préf. Excuse. Gino, si tu m'écoutes, je t'aime! Gino participait à l'animation, bien entendu. Mais un des points, c'était la langue française. Donc, on réussit très mal les examens de français au secondaire. En fait, on va lever notre verre aux îles de la Madeleine, qui sont ceux qui réussissent le mieux. Mon Dieu, mais bravo les Madelinos! Mais je pense qu'on se questionne beaucoup. Il y a beaucoup de décrocheurs. On a beaucoup pour des techniques. Là, en plus, on est en situation de pénurie de main-d'œuvre. Donc, les jeunes peuvent vraiment travailler aisément là, à un très jeune âge avec des dérogations. Donc, il faut vraiment se questionner comment on préfère pour garder nos jeunes à l'école. Oui. Puis en fait, pourquoi qu'on veut qu'ils soient à l'école? C'est ça que j'allais dire. Je pense qu'aussi, là où il faut qu'on se questionne, là, on s'égare vraiment, mais suivez-nous, OK? Allez avec nous. On va revenir à l'évaluation, là. Ça revient. Mais je pense aussi c'est qu'on doit se questionner sur comment faire comprendre aux élèves l'utilité de l'école. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on veut que nos jeunes soient à l'école? Oui. On veut pas qu'ils aient des notes, là. Non. Vraiment pas, là. Mon but, c'est pas de faire « Wow! Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? T'as eu un 90 en français, mais c'est merveilleux. » Ben non, pas vraiment. Je m'en fous un peu, honnêtement. Exactement. Qu'est-ce que je veux, c'est que les jeunes apprennent. Je veux qu'ils se développent. Tout à fait. Donc, je pense que quand on a nos cocos, ben là, je dis cocos, mais au secondaire, c'est peut-être moins des petits cocos. Ben, des grands cocos. Des grands cocos. Mais quand on a nos cocos dans la classe, on veut juste qu'ils s'épanouissent en tant que personne, puis qui apprennent, qui aient du plaisir à apprendre, à développer cette curiosité-là pour différentes matières, différents sujets.
Fait que je pense que c'est vraiment la base, là. Oui, puis on construit une bonne fondation. Tellement, puis par apprendre, il n'y a pas juste les connaissances académiques. Vraiment pas. Il y a les qualités humaines. Il y a toutes les... Les 3 piliers de l'éducation au Québec. Instruire, éduquer, qualifier. Yes! Donc, c'est de garder ça en tête. Et là, sur ce, je vais faire du pouce pour revenir à l'évaluation. Hein? Donc, on a dit, Elisabeth, d'entrée de jeu, quand tu parlais un petit peu du livre là, de Filles autrement, ben, qu'il y a l'évaluation sommative et l'évaluation formative. Ah ben oui, c'est vrai, fallait que tu donnes les définitions. Ben, il fallait que je définisse ça. Dans le fond, je me suis vraiment basée sur un cours qu'on a en ce moment à la maîtrise en orthopédagogie avec Oksana Léoncy. On réinvestit tout. Comme on l'a dit l'autre fois, tout est dans tout. Donc, ce qui est important de savoir, là, c'est qu'une évaluation sommative, ça va être un cumul, une moyenne de notes qu'on va faire au terme, par exemple, d'une année, au terme d'une étape. OK? Et son utilité, en fait, c'est de réguler le progrès de l'élève. On veut voir l'élève, il est rendu où? Au regard des modalités des balises du gouvernement. Donc, c'est vraiment, je te dirais, vraiment selon un cadre très précis. C'est peut-être le type d'évaluation qu'on a tendance à plus associer aux évaluations 100%. Qu'on fait dans la pratique, notamment en pensant aux examens du ministère. C'est en plein ça. Oui. Puis, une question, c'est tant de points, tu l'as ou tu l'as pas. Oui, c'est très... En fait, c'est quantifiable. Oui. C'est quantifiable. Alors qu'une évaluation formative, qui est comme l'opposé, qui est l'autre pôle, ben c'est une évaluation qui, son utilité... Qui est au profit de l'apprenant. Exactement. En fait, l'utilité de l'évaluation formative, là, c'est vraiment de réguler le contexte d'apprentissage. Donc, c'est de réguler le contexte de classe, les activités d'apprentissage pour répondre aux besoins de l'enfant. Donc, c'est vraiment pour l'accompagner dans son apprentissage à lui. Et ça me parle énormément. Ben oui, parce qu'on revient au c'est quoi le but de l'école, on veut que l'élève se développe, on veut qu'il apprenne, qu'il ait du plaisir. Donc, l'évaluation formative permet d'avoir un bon suivi pour s'assurer du bon développement de son plein potentiel. Et quand on revient à cette base-là, ben moi, je trouve que ça change complètement tout. 100%. Ça change aussi en tant que prof notre aversion de la correction et de l'évaluation. Parce qu'on s'entend-tu, là? On aime ça, là. Mais je connais personne qui après, mettons, 2 ans. Au début, c'est le fun de mettre des petits collants. Avec des beaux petits crayons. Non, mais ça, c'était comme mon rêve, je pense, quand j'étais petite, c'est être prof pour corriger et mettre des collants. Mais en même temps, lever la main les personnes qui, quand ils étaient jeunes, jouaient à l'enseignante et corrigeaient et mettaient des petits collants. Je pense que c'est comme l'idée préconçue. Donc oui, il y a une prof savait quoi, ça corrige. Exactement. Donc oui, il y a une certaine satisfaction en début de carrière de comme, faire des petits collants et tout. Mais tu as raison de dire que le mot correction, c'est comme Voldemort pour les adeptes d'Harry Potter. Faut pas le prononcer, c'est ça le principe. Faut pas le prononcer. Là, je l'ai prononcé, je sais pas quel genre de karma je vais m'attirer, mais c'est vrai, puis je pense que de penser... Là, j'ai dit beaucoup de fois le mot « pense ». Oui, mais c'est pas grave, restez avec moi. Le fait de se rappeler puis de se ramener à l'utilité de l'évaluation formative, qui est de réguler nos pratiques pédagogiques, d'adapter le contexte d'apprentissage, les activités d'apprentissage, tout ça, pour répondre aux besoins de l'élève, bien, ça nous ramène au fait que, OK, mais je passe une évaluation, pas pour donner une note dans le bulletin, pour voir mon élève, là, je prends une photo de lui, il est rendu où? Quelles sont ses forces? Quels sont ses défis? Et qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que pédagogue pour le soutenir? Puis, appel aux directions de ce monde et aux commissions scolaires de ce monde, s'il y en a qui nous écoutent dans ce podcast. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, supporter les profs en ce sens-là? Parce que je pense que si je veux avoir une petite marque avec le podcast d'aujourd'hui, c'est de pas évaluer à la course pour mettre une note au bulletin. Puis avec le retour des 3 bulletins suite post-COVID, c'est ça que je trouve qui est le plus désolant. C'est quand on se met à courir le bulletin et dans 2 semaines, il manque au moins une note dans telle matière parce qu'il faut au moins 2-3 traces, pas le choix. Mais on dirait, j'en perds mes mots, là. Je sais pas quoi dire à ce sujet-là. C'est épouvantable de penser comme ça. Dans ton discours, tu viens de m'ouvrir pas une fenêtre, pas une porte de garage. Une porte de garage. Mais encore mieux, tu viens de m'ouvrir une porte de garage quand tu as dit il faut au moins 2 à 3 traces. Savais-tu que c'est un mythe? Et moi, je l'ai su avec une conseillère pédagogique, Émilie Mimosa, si t'écoutes ça. Wow, t'as révolutionné ma vie en me parlant de ça. Mais c'est un mythe. C'est pas vrai qu'il faut 3 résoudre pour mettre une note au bulletin. Ce n'est pas vrai. On va revenir encore une fois parce que je vais pas arrêter de le répéter. Pourquoi est-ce qu'on évalue?
pour le besoin de l'élève, pour son cheminement, pour son apprentissage. On n'a pas besoin d'avoir un nombre X de traces. Le but, c'est pas de mettre une note. Et tu sais quoi? Puis c'est sûr que vous allez vous reconnaître, les enseignants qui m'écoutent. Ouais, on parle beaucoup avec nos mains parce que c'est un sujet qui vient nous chercher. Mais j'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, je parle de par mon expérience, par mon vécu, qu'on alimente ce mythe-là des fameuses 3 traces par insécurité. Et qu'on se dit, non, moi là, je vais avoir mes preuves. S'il y a un parent qui conteste ma note, bam, j'ai mes 3 preuves. Fait que j'ai l'impression que c'est par insécurité et parce qu'on ne fait pas confiance à notre jugement professionnel qu'on va s'obliger, parce qu'on va se dire c'est une obligation qui va ajouter une lourdeur à notre tâche et qui va ajouter une lourdeur pour l'élève, pour ses efforts cognitifs qu'on va lui demander, simplement pour nous baquer. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Je suis 100% d'accord. Puis encore une fois, j'ai eu la chance de croiser des directions exceptionnelles sur mon parcours. Puis, ces directions-là, ils baquaient ces profs dans leurs décisions professionnelles. Appel à une autre thématique de podcast, un autre professionnel, mais ça, c'est un autre sujet. Je nous considère comme des professionnels. Puis, les directions, si votre prof, là, elle a juste une trace, ou même si elle met non évalué au bulletin, parce que l'élève a été trop absent, ça n'allait servir à rien de mettre une note au bulletin, ça ne représente pas l'élève, c'est correct. La job de la direction, c'est tout simplement de nous baquer là-dedans. Et on faire confiance à son personnel. Oui, et on s'entend que ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence d'avoir le support de ces directions. On est une équipe, là. Puis on en reparlera, on a d'ailleurs une petite idée de direction à inviter, mais c'est une équipe, là, une école, là. On n'est pas là pour se battre, on n'est pas là pour prouver qui fait la meilleure job, puis qui est le mieux, puis c'est tellement pas ça, là. C'est vraiment comme un gros préjugé. Puis j'ai comme vraiment, encore une fois, été chanceuse parce que les directions que j'ai rencontrées, justement, ont brisé ce préjugé-là d'être comme 2 clans. Les directions, les profs, 2 choses séparées. Ben non. On a des tâches différentes, là. La direction, c'est notre leader, par exemple. J'ai jamais dit mon boss. J'ai jamais pris une direction comme un boss, un patron. C'est un leader. Puis en fait, je pense que c'est comme ça qu'elle devrait se voir. Oui. C'est elle, dans le fond, c'est une équipe, là. C'est comme nous devant notre classe, en fait. On est le leader de nos élèves. On veut qu'ils suivent des bons chemins, qu'ils s'améliorent, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire dans le meilleur des contextes, puis on les accompagne à faire ça. C'est un peu le même principe. Fait que dans le fond, direction, accompagnez vos profs, faites-leur confiance dans leurs décisions professionnelles, puis devant les parents surtout. Fait que déjà là, d'avoir cette confiance-là que ta direction est derrière toi, ça nous encourage à y aller plus au profit de l'apprenant. Ben oui. Puis tu sais, on s'entend que la personne là, la mieux placée pour porter un jugement professionnel sur, à ce moment-là de l'année scolaire, où est rendu tel élève au niveau du développement de ses compétences, ben c'est vous. C'est vous qui l'accompagnez quotidiennement. C'est vous qui avez apporté, qui avez fait, des interventions auprès de cet enfant-là, cet élève-là. C'est vous qui l'a vu évoluer, qui l'a vu progresser, et on s'entend, le progrès, là, c'est pas vrai que c'est j'ai ça monte comme ça. Hier! Ben voyons! Non, mais c'est excellent, là. Là, j'ai mis avec mes mains, mais je vais expliquer avec mes mots pour ceux qui écoutent en audio. Oui. Mon Dieu, j'étais comme vraiment énervée. Là, mais c'est super! Vas-y! Il y avait comme des petits cercles remplis d'une différente quantité de liquide, là, mais d'eau, là. Fait que là, on avait une première série de cercles où, justement, la progression est vraiment ascendante de façon continue. On finit avec un cercle plein. C'est la progression. Oui. Après ça, il y avait une deuxième série de cercles où on voyait que ça montait un petit peu, ça redescendait, puis ça remontait encore au top. Oui, c'est de la progression. Mais la dernière qui m'a le plus marqué, c'est la dernière série de petits cercles. Elle était basse au début, l'eau, le liquide dans les cercles était bas. Il montait un petit peu, il redescendait beaucoup, puis on remontait juste un petit peu à la fin. Ben, on va s'arrêter sur le progrès, le dernier progrès qu'on a fait. Ça reste une progression. Oui. Quand même bien qu'on a redescendu un peu la pente, l'important, c'est de continuer à avancer, puis de continuer à faire des efforts, de faire de notre mieux. Puis, tu sais quoi? Je pense que ça peut être vraiment, merci de ton partage, j'adore. Je pense que ça peut vraiment être une image qui vous permettrait, les enseignants qui m'écoutent, de l'expliquer aux parents. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des parents qui voient la note au bulletin comme une moyenne. Et de l'expliquer de cette façon-là et de leur dire... Si votre enfant, justement, ses cercles fluctuent, mais moi, je regarde à la fin. Je ne vais pas considérer les cercles qui étaient parfois plus bas, que le niveau de liquide, le liquide était plus bas. Je vais regarder le niveau du liquide à la fin, parce que c'est ça qui est représentatif. C'est ça la valeur d'une note au bulletin. 100%. Ça sert à rien
de chicaner les cocos. Mon Dieu, s'il vous plaît, s'il y a des parents qui nous écoutent. On n'est vraiment pas dans le jugement ici, là, du tout. Mais encore une fois, actualité, pour ceux qui écoutent La Famille Groux, ça a été une grosse saga là, de voir ça à la télévision. Puis, aucunement pour critiquer la famille, parce que je pense qu'on l'a tout fait en quelque part ou un autre de dire qu'on est comme déçus, pas fiers. Avant d'y aller, veux-tu juste mettre en contexte pour les gens qui savent pas du tout de quoi tu parles? Donc, La Famille Groux, c'est une famille québécoise qui ont une émission de télé. Puis, dans le fond, c'est une très, très, très grande famille. Là, je pense qu'ils sont rendus à 12, 13. Ah, je sais pas, mais ils sont très nombreux. Puis, en fait, la situation qui a fait beaucoup jaser là, dans les dernières semaines, c'est une section, un segment d'émission où deux de leurs cocos qui ont des difficultés d'apprentissage se font comme rencontrer par leurs parents pour parler de leurs résultats scolaires, qui sont pas peut-être à la hauteur des espérances des parents. J'ai comme essayé de bien le formuler. Oui, mais tu dis bien. Puis, faut comme comprendre qu'il y a un contexte, là, ils sont filmés, ces petits cocos-là, puis on y va un petit peu, pas de main morte pour dire que c'est une déception. Non, puis c'est pas bon. C'est ça. C'est pas assez d'efforts qu'ils ont mis là-dessus. Puis tu sais, je pense que là, c'est de pas pointer du doigt personne. Non, c'est de pas juste regarder que oh my god, c'est la famille Groux. Moi, je pense que ce type de situation-là arrive dans plein de familles. Non, puis en fait, merci Famille Groux d'avoir été transparent ce sujet-là, en fait, parce que ça permet aujourd'hui d'en parler. Oui, ça l'ouvre le dialogue. Au contraire, moi, mon but, c'est jamais de pointer du doigt. Non. C'est d'en discuter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ensemble, en fait. Fait que jamais je vais travailler contre des gens, puis je veux dire, c'est certain, là, que moi, mes petits cocos, il y en a des parents qui veulent des résultats. Mais c'est parfait, on va travailler ensemble pour mettre tous nos objectifs ensemble. Justement, on demande tout le temps aux parents, qu'est-ce que vous voulez avec notre service? Oui, à quoi vous vous attendez? En fait, les parents qui viennent nous voir à notre bureau privé. À quoi vous vous attendez, puis en fonction de ça, on met ça carte sur table, on en discute, puis on travaille en équipe pour arriver à comme un compromis, là, que l'élève soit bien, que le parent soit content, puis que nous, on soit contents aussi du résultat. Donc, équipe. Oui, vraiment. Puis, pendant que tu parlais, il y a un mot, en fait, des mots qui ont apparu dans mon esprit, c'est l'anxiété de performance. Puis, tu sais, je me demande si... En fait, je me questionne si, justement, toute l'espèce de focus qu'on met sur la note, sur, justement, l'aspect sommatif qu'on va attribuer à l'évaluation, si c'est pas ça qui, en partie, je pense pas que c'est 100% la cause, mais qui, en partie, va générer et expliquer de l'anxiété de performance chez les élèves. Parce que, honnêtement, en ayant été titulaire de classe, c'est fou. Ça fait mal à voir, là. C'est généralisé, il y en a beaucoup. Et je me dis que je pense qu'il y en a même aussi pour les adultes, dans le travail. Fait que je pense que c'est aussi une espèce de valeur de société qu'on attribue la valeur d'une personne à une quantité. Et là, dans le cas des élèves, ça va être une note quantifiable. Mais dans le cas... J'ai entendu aussi dire... des parents qui disent, OK, mais c'est quoi, là? C'est-tu 81 ou c'est 82? Ah, mon Dieu, Puis en fait, bonne question. Elle s'applique dans un contexte où on évalue des connaissances. Là, il y a une différence. Entre 81 et 82, il y a une chose que j'ai écrit la bonne chose, le bon terme, puis à 80, il y en a un que j'ai manqué. Ça fonctionne. Mais dans un contexte où on est dans un bulletin par compétence, ça perd tout de son sens. C'est ça. Une compétence, ce n'est pas quantifiable. C'est qualifiable. Donc, beaucoup qualifiable. Oui, exactement. Puis, justement, on va comme adresser la manière dont on évaluait l'année passée. Parce qu'en fait, là, c'est de par cette incohérence-là, puis je vais le nommer, pour moi, c'est incohérent. Puis c'est un inconfort. Puis là, il y a des écoles où on fait par bande 5, il y a des écoles où c'est une moyenne, il y a des écoles... C'est tellement diversifié qu'on dirait que c'est facile de s'y perdre. Puis je me dis... Là, je m'adresse justement aux enseignants-enseignantes en début de carrière qui changent d'école, puis que là, il faut s'adapter toujours à des nouvelles modalités d'évaluation, puis qu'à la base aussi, c'est un processus qui est très complexe. Regardez, je sais pas, ça fait combien de temps qu'on en parle, puis on est loin d'avoir exactement. Sujet, donc, je me dis, pour les enseignantes précaires, là, de s'adapter aussi, là, c'est étourdissant. Non seulement les enseignants précaires, mais les enseignants... le terme non légalement qualifié, je pense qu'il est comme rendu désuet, là. J'ai pas trop suivi, là, mais les enseignants qui n'ont pas de formation... Mon Dieu, que je les trouve courageux, là. 100%, vous avez toute mon admiration. Oh mon Dieu! Mais à quel point
vous devez arriver là, dans le vide. Dans le vide. Parachuté en plein milieu de l'océan Atlantique. Vous devez rien comprendre, puis mon Dieu Seigneur, je pense que je peux me mettre en petite boule puis je pleurais. Ah, vraiment. Fait que bravo, on voulait vraiment notre chapeau. Puis aussi, on remercie tous les enseignants qui aident ces personnes-là puis qui les accueillent parce que je suis certaine que ça fait une différence. On pourrait, ça vient de me donner une idée, inviter quelqu'un qui a vécu ça. Oui! Mon Dieu, la demande et lancer l'invitation est lancée. Tellement. Mais revenons un peu à ce qu'on disait. Donc, c'est face à cette incohérence-là, cet inconfort-là qu'on a décidé l'année dernière de vraiment faire un changement au niveau de nos pratiques évaluatives. Ouais. Ben, dans le fond, alors j'y pense, on dirait que je vais tout de suite sauter à la conclusion à la fin, là. Mais ce qu'on a décidé de faire, au lieu d'y aller avec des notes en pourcentage, on a décidé d'aller avec un code de couleur ben simple, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Et le claquement de main changeait tout. Tout à fait. Et pour être 100% transparente avec vous, à la base, on voulait juste faire vert, jaune, rouge. Oui. OK? Par contre, sachez si jamais vous êtes enseignant, enseignante et vous avez envie de vous lancer là-dedans, premièrement, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir de prendre un café avec vous puis d'en jaser. Mais il faut avoir absolument l'accord de la direction parce que, bon, on s'entend Encore une fois, c'est eux qui nous backent, là. Exactement. Donc, notre direction à l'époque a été super ouverte par rapport à ça parce que elle savait les bienfaits que ça pouvait avoir au niveau du développement et du processus d'apprentissage de l'élève. On avait le contexte aussi d'être dans un milieu particulier. Encore une fois, on était à l'école internationale. Déjà là, on dirait que les esprits sont un peu plus ouverts à 100%. Essayer de nouvelles choses. Et il y avait déjà une enseignante qui l'avait fait l'année d'avant. Donc, mais même, ça fait depuis des années qu'elle le fait. Geneviève, si tu te reconnais, on parle de toi, là. OK, on sait. Ben, pas grandement inspiré de toi. On t'a copié. On t'a copié-collé, mais avec ton accord. Donc, c'est ça, bref, tout ça pour dire que même dans le meilleur des mondes, on aurait voulu encore plus simplifier. Mais dans le fond, ce qui est important de comprendre, c'est que c'était vraiment des couleurs. Bien évidemment qu'au bulletin, on pouvait pas mettre des couleurs. Donc, on faisait, on attribuait une note. Mais toutes les évaluations formelles, informelles et les communications avec les parents fonctionnaient avec ce barème-là des couleurs. Donc, ce qui est important, c'est que bien évidemment, si vous décidez de faire ce changement-là, parce que moi, je suis vendue, j'y crois dur comme fer. Donc, si vous dites, ben Colin, l'année prochaine, j'aimerais ça essayer ça, bien évidemment, c'est important d'en parler aux parents, c'est important d'entendre leur insécurité, d'entendre leurs inquiétudes, parce que c'est normal, c'est nouveau. De l'insécurité, là, c'est de l'inconnu. Oui. Fait que si on ne comprend pas, on peut pas être sécure là-dedans. Fait que c'est pas une question, encore une fois, de se braquer contre les parents. Au contraire, là, nous, on a fait le processus de changer. Ben, les parents, ils n'ont pas fait tout ce processus-là. On y arrive, bam, on change ça à quelque chose qu'ils connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps d'expliquer notre façon de voir les choses. Puis quand c'est bien expliqué... Ah oui! J'ai pas connu un parent, là, qui était dans... non, moi, j'ai aucun problème parce que quand t'es passionné, quand t'es sûr à 100% de tes convictions, ben c'est sûr que tu vas convaincre les parents parce qu'ils vont se dire, Colin, elle sait de quoi qu'elle parle, là, puis elle est compétente, elle a un jugement professionnel, je lui fais confiance. Puis moi, je terminais tout le temps en disant aux parents, faites-moi confiance. Puis, en fait, c'est quoi le but des parents? Ils veulent mais quoi c'est pour ça, leur bien-être. C'est tout ce qu'ils veulent. Fait qu'on travaille dans le même sens. Il n'y a aucun parent qui veulent que son enfant s'aille pas bien à l'école. Non. Puis je pense de nommer tout de suite l'éléphant dans la pièce puis de dire, écoutez, je sais qu'en ce moment, je vous prends de court. Peut-être qu'en ce moment, vous vivez de l'anxiété, ça vous stresse, vous êtes inquiet et je vous comprends et je veux qu'on prenne le temps d'en parler pour que vous puissiez comprendre mon raisonnement et ma décision. Discussion. Tout est dans la communication. Puis de l'ouvrir, il y a des parents qui vont être gênés, par exemple, dans la rencontre. Ah ben oui, c'est sûr. De l'ouvrir, si jamais vous avez des questionnements, des inquiétudes, je suis ouverte à discuter avec vous, à vous réexpliquer, on est là pour ça aussi, là. Exactement. Puis dans le fond, lors de cette rencontre-là, qui était la rencontre de début d'année, vous l'aurez compris, mais on remettait également aux parents un barème de ces couleurs-là. Donc, qu'est-ce que la couleur bleue veut dire au niveau du développement des compétences? Donc, c'est vraiment qualitatif. Donc, par exemple, la couleur bleue, ben, c'était que l'élève dépasse les attentes au niveau de ses compétences. Couleur
vert, ben c'était qu'il répond de manière satisfaisante aux attentes. Et là, vous comprendrez, on base comme ça. Et ben c'est ça, en fait, on communiquait avec les élèves au niveau que ça soit sur des évaluations papier ou encore là, des grilles qu'on leur remettait à la suite d'un entretien ou peu importe, ben c'était avec des couleurs. Donc, les élèves aussi devaient se familiariser avec ça. Je vous dirais que ça n'a pas tant pris un grand moment d'adaptation. Bon, on en avait déjà qui avaient déjà vécu ça, en fait que ça l'a comme aidé à s'habituer. Puis ça l'a aidé aussi les autres élèves qui n'avaient pas vécu ça, voyaient que les autres, ils étaient déjà confortables, ils avaient confiance en cette façon de fonctionner-là, donc ça s'est super bien fait. Oui. Puis tu sais, la raison principale pourquoi on le fait, on vous le dit, c'est parce que nous, en tant que pédagogue, on sentait qu'il y avait une incohérence, on se sentait mal à l'aise. Mais moi, c'était surtout, puis je ramène ça à l'élève, c'était pour éviter la comparaison des élèves, pour éviter l'anxiété de performance que je voyais qui grossissait d'année en année pour aller couper ça. Puis c'était vraiment pour soutenir l'élève dans son apprentissage. Parce qu'on va se dire, là, quand on remet une évaluation, là, puis qu'on prend là, du temps pour donner une rétroaction qui est riche, qui est pertinente, qu'on écrit des commentaires avec notre cœur pour aller guider l'enfant, puis je le dis, tu ris, mais c'est vrai que c'est ça, ça vient du cœur qu'on fait des rétroactions. Mais je ris parce qu'ils lisent pas. Non, ils lisent pas. Il s'arrête à quoi, Élie, quand il reçoit la copie? La note. Ah, 92! Yes! Toi, t'as eu quoi? Toi, t'as eu quoi? Ah, 92, parfait. Yes, sûr, je vais même pas lire les commentaires. Oh my God, 55, je suis vraiment nulle. Ils ont quasiment envie de pitcher la copie. J'ai entendu. En fait, j'ai pas entendu. Une de mes amies m'a envoyé un TikTok. Oui, je suis sur TikTok. J'aime ça. C'est une prof qui parlait de sa façon de faire avec les élèves, puis j'ai capoté ben. Dans le fond, elle disait, elle permis à ses élèves, dans le fond, au début, bon, Élie, structure ta pensée. Au début de l'année, elle remet même au primaire un plan de l'année aux élèves avec les examens qu'il va y avoir, avec les remises de travaux s'il y en a, ou de projets, des trucs comme ça. Puis la date reste fixe, elle ne change pas. Par contre, l'élève est au courant, il peut le remettre avant, il peut le remettre n'importe quand, et la prof va le corriger et lui redonner. Tant que c'est pas la date de remise finale. Wow! Avec des commentaires. Jamais de note avant la remise finale. Puis, ce qu'elle disait qui m'a beaucoup touchée. Qui t'a interpellée. C'est qu'on entend beaucoup, là, voyons, c'est quoi l'expression? On baisse nos attentes, genre? Oui, niveler vers le bas. Merci, niveler vers le bas. Elle a dit, là, je nivelle pas vers le bas, j'enlève rien. L'élève qui a plus de difficultés, il n'y aura pas comme moins de choses à faire, ça sera pas différent. Mais par exemple, je vais mieux l'accompagner tout le long. Ouais. Il va pouvoir venir me voir 50 fois s'il veut, je vais être là. Je vais lui donner mes commentaires, il va pouvoir s'améliorer, je peux y corriger 25 fois s'il veut. La remise, par exemple, ne changera pas. C'est la même chose pour tout le monde. C'est les mêmes critères pour tout le monde. Donc, j'ai capoté. C'est inspirant. Et quelle belle façon de responsabiliser l'élève dans son processus d'apprentissage. Vraiment. Puis même, je dirais, même avec les couleurs, avec toutes les bonnes intentions que j'avais l'an passé, j'ai pas vu tant que ça mes objectifs atteints concernant l'évaluation parce que là, évidemment, malheureusement, il y a des parents qui ont montré le barème couleur versus note aux enfants. Fait qu'il y en a qui étaient au courant, qui calculaient déjà leur note en pourcentage. Puis après ça, ils venaient à comprendre là, un peu le code de couleur, fait qu'ils comparaient avec les couleurs. Ils étaient déçus d'avoir orange ou rouge, puis c'est comprenable. Et t'as pas trouvé que les élèves allaient plus lire les commentaires, par contre? Ce qui a fait qu'ils lisaient plus les commentaires, ça a vraiment été le choix de prendre un moment pour regarder les évaluations, puis que les élèves devaient eux-mêmes se mettre un commentaire sur l'évaluation ou sur une feuille résumée, dans le fond. C'est vraiment ça qui a fait la différence pour moi l'année passée. Fait que de prendre un moment puis de l'enseigner explicitement, de comprendre les commentaires du prof, de réfléchir à son travail, puis d'aller se mettre une force, un défi pour la prochaine fois. Exactement. Pas 10 000 défis, là, au minute Uncle Tom, là. Un défi. Wow, minute Uncle Tom. Génération tête à claque. Plus capable de continuer, excuse-moi. Fait que dans le meilleur des mondes, le rêve là, de licorne et d'arc-en-ciel, ça serait juste des commentaires. Ben oui, 100%. Parce que dans ce cas-là, t'as juste pas le choix de le lire pour savoir comment t'as fait. Parce que si c'est écrit, là, wow, tu as vraiment répondu à toutes mes attentes, tu m'as impressionné dans la façon que tu structurais tes phrases. Mais l'élève, qu'est-ce qui va revenir? Exactement qu'est-ce que j'ai dit. L'élève, quand même bien qu'il regarde sa grille de correction qualitative, il va voir, c'est la première colonne, c'est un A. C'est la deuxième colonne. T'as raison, il ramène beaucoup ça à...
Ben, parce que c'est dans la nos performance. Ben oui, c'est ça les habitudes, puis on est comme conditionné à ça. Oui, puis moi, ce que j'aimais, t'en as parlé un petit peu justement, à chaque fois qu'on remettait, que ce soit une grille ou que ce soit une évaluation papier ou peu importe la forme que ça prenait, moi, je disais toujours aux élèves, j'ai pris le temps de t'écrire, tu vas prendre le temps de me lire. Oui. Et c'était un moment magique où je mettais de la musique d'ambiance, je tamisais les lumières. Oui. C'était un moment, un 15-20 minutes que les élèves appréciaient et prenaient le temps de me lire et justement m'écrivaient en retour une force, un défi, quelque chose qu'ils ont appris, quelque chose qu'ils remarquent. Puis moi, j'ai trouvé ça magique. Puis peut-être que pour toi, puis je l'avoue qu'il y avait quand même... On s'entend que... Il n'y a rien de parfait. Non, mais c'est ça. Puis c'est pas une baguette magique, là. Je dis, c'est pas parce qu'on met un code de couleur que, oh, abracadabra, il n'y aura plus d'anxiété de performance. Soudainement, tout le monde lit les beaux, tout le monde lit les commentaires. C'est ça. Par contre, la différence majeure, gigantesque que j'ai vue, c'était par rapport à ma liberté à moi, au niveau de mon jugement professionnel, quand c'était rendu le temps de faire le bulletin. Parce que là... La facilité. Ah, mon Dieu! Au début, quand on commençait, on se disait, tu mets quoi? Un vert ou un bleu? Mais là, on venait, non. Est-ce qu'il répond aux attentes? C'est ça, puis... Ou est-ce qu'il dépasse mes attentes? Quelles sont mes attentes, en fait? That's it! Faire des bulletins, 2 doigts dans le nez. Amenez-moi-en des bulletins. Dans le sens que t'arrivais, là, puis moi, je trouve qu'une couleur, c'est tellement visuel. Donc, moi, j'avais des cahiers de consignation. Par exemple, à la old school, là, papier crayon. Oui, parce que c'est satisfaisant. Ça se fait très bien sur tablette, là. Je suis une fille traditionnelle. On aime les enseignantes informatiques, là, vous êtes les bienvenus, mais moi, je suis une fille papier crayon. Et donc, d'avoir mon cahier de consignation, et là, je devais poser mon fameux jugement professionnel pour faire le bulletin par rapport à la compétence écrire des textes variés. Et là, j'avais toutes mes couleurs. Vert, bleu, jaune, vert. 2 secondes. Vert, bleu, jaune, vert, bleu, jaune, vert. C'est vert. Parfait. 85%. C'était tellement facile. Ouais. Je me posais pas de questions et j'avais pas peur qu'un parent vienne me dire ben Élie, je suis pas d'accord avec toi parce que j'ai fait la moyenne. Il pouvait pas faire la moyenne. Non, donc, ça me laissait tellement une liberté. Puis, on dirait... Puis pourtant, c'est pas ça qui me donne le droit, mais j'avais l'impression d'avoir encore plus le droit de faire confiance aussi à mes observations, à ce que je connais de mes élèves. Donc, à teinter le résultat de ce que tu as observé, là, comme tu dis, tes observations. Oui. On dirait qu'on est gêné, on veut... Ça m'amenait au sujet de faire une moyenne des notes, là. On veut comme se baquer en faisant un calcul mathématique. Mais ce n'est pas un calcul mathématique. Ce n'est pas un calcul mathématique. Point. C'est un jugement professionnel qu'on pose sur une photo qu'on prend d'un élève à un moment de l'année scolaire, là où il est rendu dans le développement de ses compétences. Puis normalement, si on se met une ligne du temps, là, on se l'imagine au début de l'étape et à la fin de l'étape, normalement, on l'espère, ce n'est pas le même élève. Ben oui. J'espère, sinon on le vaut. On espère une progression positive. Oui. Fait que si je fais une moyenne de notes, techniquement, ça va représenter environ sa compétence au milieu de l'étape. Non, c'est ça, c'est pas représentatif. C'est pas ça. Le bulletin, c'est une photo de où il est rendu sur son cheminement. Tout à fait. Donc, ça évite ça. Puis j'ai eu beaucoup de questionnements là, de profs en train de faire le bulletin qui venaient me questionner. Ils disent, ben là, ça me donne 75, mais il est en très grande difficulté, là. Ça a juste comme un examen bien été, mais c'était quoi? C'est pas représentatif. C'est tout ce que tu devrais dire. Ce n'est pas représentatif. Exactement. Qu'est-ce qui est représentatif? Oui, faites-vous confiance. Vous avez fait 4 années d'université. Oui. Puis là, je vais dans descendre la note, là, parce que ce qui est le plus difficile à faire en tant que prof, là. Mais en fait, le but, c'est pas de donner une mauvaise note à l'élève, c'est tout simplement de dire c'est quoi sa compétence. Fait qu'il faut arrêter de dire, là, je le fais-tu couler ou je le fais passer. Non, c'est pas ça. Non, vraiment pas. Puis si on avait le choix de toutes les faire passer, on les ferait toutes passer les 2 doigts dans le nez, là. Oui. Mais c'est pas ça. En fait, on veut juste savoir où tu es rendu pour pouvoir continuer. Exactement. That's it. T'as vraiment raison. Fait qu'en tout cas, bref, tout ça pour dire que moi, le code de couleur, ça a vraiment changé la façon dont je percevais le bulletin et mon expérience à faire les bulletins. Puis tu sais, on s'entend pour faire un peu du pouce sur ce que tu disais. Ben, dans mon étape, dans mon cahier de consignation de couleurs, ben, les dernières couleurs qui représentaient mes dernières observations faites de l'étape,
ben c'était celle-ci qui avait le plus de poids dans la balance parce que c'est celle-ci qui était le plus représentatif. Puis ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec des collègues puis avec une conseillère pédagogique justement en mathématiques qu'on parlait, tu sais, on essayait de faire là, la fameuse planification annuelle, bon, des savoirs et des compétences et tout ça et aussi des évaluations. Puis, tu sais, je me disais, mais c'est marqué où que au mois de février, là, ben, il va y avoir un examen sur les fractions, là, puis l'élève, il est mieux de comprendre en titi le sens des fractions parce que c'est là l'examen des fractions. Ouais. Donc, si lui, là, il débloque au mois de mai, ben, trop tard, mon timide, c'est au mois de février. T'as manqué le bateau, c'est au mois de février, l'examen. Quel genre de message ça l'envoie aux élèves? Ouais. Puis le même principe pour ceux qui travaillent des manuels, c'est pas parce que les activités de Noël sont à la page 85 qu'il faut se rendre à la page 85 pour descendre. Ça fonctionne pas comme ça non plus, les cahiers, là. Non. On a le droit de changer. Oui. De s'adapter aux élèves qu'on a devant nous. Vraiment. T'avais-tu d'autres choses à dire sur l'évaluation? Ben, pendant que tu parlais, j'ai quelque chose, mais tu l'as perdu. En tout cas, comme vous pouvez voir, on pourrait jaser, placoter, jacasser de ça pendant des heures et des heures. Mais, tu sais, je pense que ce qui est important, quand on se sent submergé, quand on sent que là, il y a beaucoup trop de choses, qu'on perd le cap, que là, il faut rentrer les notes au bulletin, puis tout ça, puis là, ça déboule, ben c'est de se rappeler la base de l'évaluation. Ouais. Ça sert à quoi? Ça sert à nous outiller pour pouvoir accompagner l'élève dans son cheminement et, dans le fond, de nous donner des indications sur quoi adapter dans le contexte d'apprentissage, des activités et ou aller faire justement des interventions, des enseignements, des récupérations avec cet élève-là. Ouais. Puis d'où l'importance de la rétroaction. Tu sais, de prendre dans une étape 3 situations d'écriture et d'attendre à la fin de l'étape pour les corriger les 3, ben ça sert à rien parce que tu n'auras même pas donné de rétroaction à l'élève. Donc l'élève aura aucune piste et aucune idée de là où il est rendu. Ouais. Et toi, ben, tu vas avoir les 3 rétroactions. Comment veux-tu guider l'élève pour qu'il s'améliore? Ben, l'étape est déjà finie. Ben, je pense que, mettons, on est déjà rendu au mot de la fin, genre. Mais moi, je pense qu'on est rendu au mot de la fin. On est rendu là. On finit là-dessus parce que ça va ouvrir la porte comme une belle conclusion. Une belle conclusion ouverte. On va ouvrir à un prochain podcast sur l'évaluation, là, mais je pense que c'est important de se questionner sur qu'est-ce qu'on veut évaluer. Ouais. Pas, comment dire? Pas le comment. Pas le comment, le qu'est-ce qu'on veut. Puis à partir de qu'est-ce qu'on veut évaluer, là, on va pouvoir aller chercher les outils dont on a besoin et qui correspondent à ce qu'on veut aller chercher comme trace. Quelles sont les manifestations observables que je veux voir dans cette évaluation-là et comment je vais faire pour que l'élève, justement, fasse ces manifestations-là. Puis en fait, le grand classique, là, puis je me mets là... dans le bateau? Dans le bateau, à l'avant-scène, en disant que... à l'avant-scène! Dans le fond, bon, t'arrives, là, il reste un mois, là. Il faudrait que j'aille une trace en lecture. Juste ça, ça marchera pas. Je l'ai faite, là. Faut que j'aille une trace en lecture, donc je vais aller sur Mieux enseigner. Je vais taper évaluer lecture, je vais chercher quelque chose, oh, ça fit, je vais leur faire passer cette évaluation-là. Fait que là-dedans, je parle de moi, là. Oui, que j'ai fait, on n'est pas parfaite, là? Vraiment pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher une évaluation, j'ai pas regardé le type de questions, j'ai pas regardé les enseignements préalables à faire, j'ai juste trouvé une évaluation pour mettre une note, en fait. Ouais. Fait que je pense que faut essayer le plus possible d'abolir cette façon de penser-là. On va essayer de s'améliorer ensemble, gang. Oui. Puis en fait, de se questionner, dire là, j'ai enseigné les inférences. Ça serait peut-être intéressant d'avoir un portrait de où mon élève est rendu face à sa compréhension des inférences dans un texte. Je vais aller chercher un texte qui s'apprête bien à ça, que ça soit un album, que ça soit un petit roman qu'on lit ensemble, peu importe la manière de le faire. Mais je vais aller cibler ce que je veux observer chez mon élève. Puis là, je vais l'évaluer. Fait que pas me dire « Ah, faut que j'aille une autre trace », me dire « Voici ce que j'ai enseigné, je veux voir mon élève est rendu où. La trace va venir de toute façon, là. 100%. Okay. Puis on s'entend que le type de texte que tu vas choisir pour cette évaluation-là, ça va avoir été un type de texte que tu as vu avec les élèves. Ben oui. Parce qu'une évaluation, c'est pas un piège. On n'essaie pas de les piéger. On va pas dire, hey là, les élèves vont se planter à cette question-là. Ben non, j'entends souvent comme, il y a une petite pogne, les amis dans l'examen, on s'entend ça. Mais de quoi une pogne? Puis quel message ça envoie aux élèves? Ben de dire, on fait pas confiance. Non. Puis là, il faut que tu performes, c'est une évaluation. Puis je t'ai fait une petite pogne pour justement voir là, jusqu'à quel point t'es bon.
Ça vient juste renforcer toute l'activité de performance. On dirait que c'est ça, sans le vouloir, encore une fois, là, mais on dirait que ça transmet pas les bonnes valeurs là, face à l'enseignement. Oui. Fait que je pense que c'est important aussi de voir le genre de discours puis notre perception de l'évaluation parce que c'est sûr, encore une fois, je le redis, les enfants, ce sont des éponges, ils vont absorber tout. Donc, et voilà. Je veux dire, c'est pas des détectives, là. Trouve ma petite pogne. J'évalue pas sa compétence à être un détective privé. Là. On n'est pas dans le district 31 ici. Là. Malheureusement. C'est un petit peu un rêve, là, d'être policier. Mais non, on n'est pas là. Ben non, on n'est pas là. Donc, encore une fois, au contraire, élimine-nous. Là, on l'a travaillé fort. Je sais que tu es capable de le faire. Fais-toi confiance, tu es capable. Tu me l'as prouvé à plusieurs reprises. On fait la même chose que d'habitude. Puis, tu sais quoi, de toute façon, là, des fois, on n'aura même pas une évaluation écrite. C'est ça. On n'aura pas. Là, 1 heure, bam, évaluation. C'est pas non plus obligé d'être ça. Puis là, bam, je viens d'ouvrir au prochain podcast. Donc, sur ce, on vous remercie. On espère que vous avez apprécié le podcast. N'hésitez pas à, si vous nous voyez, venir nous parler, nous écrire. On a reçu des commentaires, on a reçu ça nous a fait chaud de cœur. certains feedbacks de votre part par rapport au premier podcast. Donc, on a vraiment aimé ça. Donc, sur ce... Puis donnez-nous votre opinion là, à ce sujet-là. Oui, vraiment. Donc, bonne journée. Puis, merci. Merci. Bye.